Du 25 septembre au 12 octobre 2024, à la Maison de l'Architecture d'Île-de-France avait lieu l'exposition des solutions sur mesure pour s'adapter à la rareté et bien vivre nos territoires. Cap sur le Zan. Commandée par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, l'exposition interroge l'histoire récente de l'étalement urbain et les liens qui unissent l'aménagement et les sols vivants. L'exposition met en avant des réalisations inspirantes, dans lesquelles la sobriété foncière est tangible en tant que nouveau modèle d'aménagement des territoires. Ces portraits de projets urbains et ruraux témoignent des diversités locales et révélateurs des potentialités du déjà là, montrent que la lutte contre l'étalement urbain n'a rien d'un renoncement. Elle offre bien au contraire des capacités nouvelles pour habiter le monde. Nous avons eu la chance de pouvoir visiter cette exposition en octobre avec un groupe d'étudiants de licence de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Et nous vous proposons de venir avec nous dans cette visite audio, avec comme guide Patrick Henry, architecte, professeur à l'ENSA de Paris-Belleville et commissaire de l'exposition. Je suis Camille Tabar, urbaniste à Dixit.net. Bienvenue sur notre podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la ville. Abonnez-vous à notre newsletter et retrouvez toutes nos publications sur Dixit.net. Bonne écoute et bonne visite. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle ? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut bien voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bon, merci en tout cas d'être là, de vous être déplacé pour venir voir cette expo qui se fait dans des délais très courts, qui est exposée dans des délais ultra courts pour plein de raisons. Je ne vais pas revenir dessus, peu importe, parce qu'elle a été ouverte le 25 septembre et puis elle termine samedi 12. Mais normalement, elle est itinérante. Je dis normalement parce que pour le moment, on n'a pas de confirmation, mais elle devrait se déplacer et elle a été conçue comme telle. Donc l'exposition qu'on va visiter, que je vais vous faire visiter, elle a été commandée par le ministère de la cohésion des territoires et de l'écologie, alors qui est en train d'être fondue en ce moment avec le changement ministériel, mais à l'époque ça s'appelait comme ça. Le ministre c'était Christophe Béchu, et c'est Christophe Béchu qui a souhaité monter une exposition sur la question de la sobriété foncière et en particulier le dispositif ZAN, zéro artificialisation nette, que vous connaissez tous à peu près. Le dispositif zéro artificialisation nette, c'est un élément de la loi climat et résilience 12/2021, qui est une des dernières grandes lois de l'État français sur les questions environnementales et qui touche à l'urbanisme. Et c'est la première fois, me semble-t-il, que les sols était l'objet véritablement, le sujet d'une loi sur l'environnement. La loi sur l'eau, la loi sur l'air, tous ces éléments avaient leur loi, leur protection, leur domaine d'expertise et de compétences. Les sols échappaient un petit peu à cette dimension-là, pour plein de raisons qu'on va aborder dans l'exposition, la question de propriété foncière, propriété privée essentiellement, juridique, etc. Donc Christophe Béchu a souhaité une exposition, il m'a nommé commissaire en avril dernier, et donc avec les équipes du ministère, on a monté cette exposition qui a donc vocation à être itinérante, qui s'adresse au plus large public possible, en particulier les élus, mais pas uniquement, aussi les étudiants en école d'architecture, pour comment on fait avec cette mesure du ZAN qui a été extrêmement mal vécue au début par les territoires.
quand le ZAN est sorti, le zéro artificialisation nette est sorti, les élus, en particulier les élus des petites villes, les élus les élus ruraux, des périurbains, etc., tous les endroits où la question de l'étalement urbain se posait, se sont dit, mais on nous demande d'un côté de nous développer économiquement, d'accueillir de nouvelles populations, etc. Et en même temps, on nous dit qu'il faut arrêter d'artificialiser. Donc, comment on va faire? Et ce débat, il est encore très vif et très, très, très fort. Donc, il y a eu des amendements dans la loi, j'y reviendrai, enfin, je ne vais pas rentrer dans 1000 détails, mais il y a eu des amendements, des ajustements pour essayer d'assouplir le ZAN et puis essayer surtout de dire, et c'est un peu la thèse de l'exposition, il faut trouver des solutions sur mesure. C'est-à-dire que peut-être que le ZAN est l'occasion de rebattre complètement les cartes du projet urbain, du projet d'aménagement, du projet architectural, en repositionnant les choses autrement. Et en partant des sols et de leur capacité, de leur spécificité, pour imaginer autrement l'aménagement du territoire. Ça, c'est le préambule. Donc il y a des textes, hein. Alors, il y a eu un débat sur le titre, hein. Moi, je voulais pas qu'il y ait le mot ZAN dans l'expo parce que je trouvais ça un peu stigmatisant et un peu marquant. Donc le mot ZAN, il est sous l'éditorial du ministère. Moi, j'assume plus la question, j'assume tout, hein, mais j'assume plus la dimension sur mesure, les dimensions aussi pédagogiques de cette exposition. On l'a composée en 3 parties. La première partie qui commence ici, partie jaune, qui est plutôt une partie historique, on va dire, comment on en est arrivé là, pour rappeler aussi que ces questions d'artificialisation des sols, d'étalement urbain, sont des phénomènes qui datent pas d'hier, mais qui datent pas non plus de 1000 ans, quoi. C'est des choses qui sont quand même assez récentes et qui sont particulièrement liées, je vais y arriver, à la question post-révolution industrielle, 20e siècle, 30 glorieuses, pour faire simple. On va y revenir. Une deuxième partie qui va parler plus particulièrement des sols, des fonctions des sols, des attributs des sols, pourquoi on a besoin des sols et des sols vivants dans nos environnements et dans nos aménagements. Et une troisième partie qui est plus la partie, disons, outils, méthodes, à l'adresse des acteurs, des élus, des architectes, des urbanistes, de tout le monde, pour donner à voir des manières de faire au travers d'exemples, parce qu'il y a déjà des exemples qui illustrent ces manières ces nouvelles façons d'aménager, d'urbaniser, de construire, à toutes les échelles, de l'échelle de la parcelle à l'échelle du territoire, de l'échelle du projet à l'échelle réglementaire. Donc voilà. Et puis, la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est une maquette avec laquelle on peut jouer un peu et qui est un outil qu'on a conçu. J'ai conçu avec un maquettiste, Luc Simon, pour réunir des gens autour d'un territoire fictif d'une petite ville française dans laquelle il y a un certain nombre de cas de figure avec lesquels on peut travailler et discuter. Voilà, c'est un outil aussi pour faire vivre l'exposition, sachant que l'exposition donc est itinérante et que par ailleurs, elle a aussi vocation à s'enrichir de cette itinérance. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi que des exemples, des questionnements soient amendés, que l'exposition soit amendée par ces éléments-là. Voilà. Ça, c'est l'introduction, puis je propose qu'on va se déplacer, regarder l'expo. Donc, on commence ici, alors avec des choses que vous connaissez déjà sans doute pour la plupart. Comment se forment les villes? Ça me paraissait important de rappeler la question des formes urbaines, parce qu'on parle vraiment de ça dans cette exposition, la question des formes urbaines. Rappeler voilà, les compositions des villes et villages qui se composent autour de centres-bourgs pour la plupart, qui sont antérieurs au XXe siècle et qui sont souvent liés à des cours d'eau, à des axes de circulation, liés à des questions de commerce, à des questions d'alimentation, etc., d'alimentation, d'approvisionnement, etc., pardon. Des formes urbaines aussi qui sont liées à des formes historiques, liées par exemple à des positions militaires. Hein, beaucoup de villes ont été conçues comme étant des avant-postes militaires. Des questions qui sont liées à des réseaux ou des questions qui sont liées à des fleuves, encore une fois, et puis surtout à des formes urbaines qui sont relativement maîtrisées, comme par exemple ici Toulouse, pardon, la rue de Metz, avec la succession des boulevards qui marquent, comme à Paris d'ailleurs, l'extension de la ville. Donc avec une extension qui était assez maîtrisée, avec une forme urbaine contenue. On a voulu aussi parler de la persistance des traces dans les villes, l'idée que le territoire, c'est un palimpseste, c'est une écriture sur l'écriture, et que finalement, le thème de la ville sur la ville, qu'on utilise beaucoup, est un thème assez ancien finalement, et c'est le travail de Gérard Chouquet, qui est un géographe, un archéogéographe, qui montre voilà, ces superpositions, ici à Tours,
des tracés antérieurs avec les tracés plus récents. Donc en fait, on constate que les villes changent, mais voilà, se modifient un peu sur elles-mêmes. Donc l'idée qu'il y ait vraiment une stratification des villes qui a toujours existé. Et moi, j'ai souhaité aussi que dans l'exposition, il y ait des exemples qui sont tous issus d'opérations qui ont été menées avec ou par les partenaires de l'exposition, c'est-à-dire les maisons d'architecture, les CAUE, les agences d'urbanisme, le CEREMA, l'ADEME, etc., etc. Et de mélanger ces exemples, pas les mettre simplement à la fin dans la dernière partie de l'expo, mais de les glisser à l'intérieur pour montrer, voilà, par exemple, on parle des traces, de la persistance du trace, des tracés, etc. Et de montrer, par exemple, cette opération qui a été réalisée il y a quelques années à Saintes, en Charente, qui est une très belle opération, qui se glisse à l'intérieur du parcellaire existant, comme on le voit ici, avec des maisons, en recréant des venelles, en recréant un certain nombre d'espaces, etc. C'est une très jolie opération et qui montre comment on peut écrire la ville sur la ville, s'insérer dans les tissus urbains existants, dans le parcellaire existant. Marquer aussi des étapes, comme ici la reconstruction, qui a été un grand tournant fondamental, à la fois la destruction d'un certain nombre de villes et de territoires, aussi l'amplification de techniques de fabrication comme le béton, par exemple, qui a été massifié clairement après la Seconde Guerre mondiale, et puis un certain nombre de progrès techniques issus de l'industrie de la guerre, en particulier toute l'industrie chimique qui a été beaucoup recyclée aussi dans le champ de l'agriculture. L'apparition aussi des prototypes, enfin des types plus exactement, des types d'habitations qui se déploient de manière unitaire du nord au sud, de l'est à l'ouest, des grands ensembles, la question des ZUP, les zones d'urbanisation prioritaire, qui s'est échelonnée sur une dizaine d'années jusqu'en 1967 à peu près. Et puis le pavillonnaire qui n'a pas remplacé les grands ensembles, mais qui a été aussi une volonté de l'État français à un moment donné, au tournant des années 70, de faire une France de propriétaires, un thème qui a été repris ensuite dans d'autres campagnes électorales, et qui a multiplié sur le modèle américain du lotissement des maisons individuelles sur une parcelle donnée, etc. Montrer aussi que cet héritage-là, en tout cas pour les grands ensembles, mais on peut aussi l'appliquer aux pavillonnaires, c'est un héritage qu'on peut aussi retravailler avec évidemment le travail de la Caton Vassal sur les grands ensembles, manière de revenir sur cette histoire, de revenir sur ce travail, etc. Et puis montrer par des avant-après d'une manière extrêmement didactique cet étalement urbain. Montrer que c'est un phénomène là aussi assez récent finalement, que le mouvement dans lequel nous sommes et dont nous héritons, c'est quelque chose qui n'est pas non plus très long, que peut-être qu'un des ressorts aussi qu'on peut porter, et puis que vous devez porter en tant que nouvelle génération, c'est en fait la parenthèse, elle n'est pas si longue que ça, donc peut-être qu'il y a un moyen aussi de revenir à des choses plus frugales, plus légères, plus contextuelles, assurément. Donc voilà, montrer l'étalement urbain, comme ici dans l'Hérault ou dans le Loiret, où on voit bien voilà, la forme des villages regroupés autour d'un noyau. Déjà, on voyait un peu une forme de dilution le long des voies. Et puis tout d'un coup, en à peine 50 ans, une explosion complète des territoires et de leur urbanisation. Voilà. Donc ça, c'est la fin de la première partie de la première partie. Voilà, là, on est à la deuxième partie de la première partie. On continue d'interroger les manières d'habiter. Donc, on a voulu aussi que l'exposition ait plusieurs niveaux de lecture. On a fait un gros travail avec le graphiste travaux pratiques et l'atelier de travaux pratiques et puis le scénographe, le studio Emilieu, pour avoir vraiment plusieurs niveaux de lecture, quoi. On peut visiter l'exposition en 15 minutes en regardant les gros titres et en chopant quelques images. Puis on peut aussi rentrer un peu dans le détail avec un peu un contenu assez conséquent quand même. On a fait du tri, mais on a voulu quand même avoir une exposition assez conséquente. Donc, le sujet, c'est bien ça, c'est l'accélération de l'extension des villes au fur et à mesure du XXe siècle. Et ça entraîne des conséquences dont on mesure aujourd'hui les effets au niveau social, écologique, socio-économique, etc. Donc, la proposition, c'est de dire comment on va faire autrement. Et pour faire autrement, peut-être rappeler aussi quand même quelques chiffres.
Rappeler que l'artificialisation des sols, elle va plus vite que l'évolution de la population. Donc il y a une espèce de consommation, de terre qui s'est un peu emballée pour plein de raisons, hein. L'étalement urbain lié au pavillonnaire, à l'habitat, mais pas uniquement, les zones d'activité, les zones commerciales, et cetera, et cetera. La question de l'évolution des logements, la prédominance de la voiture dans tous les modèles d'urbanisation, qu'il s'agisse du grand ensemble ou du lotissement, on est sur le modèle de la bagnole, quoi, clairement. Et puis la question de l'évolution des surfaces moyennes de logement qui évolue, mais qui évolue très peu et surtout qui ont une incapacité aujourd'hui à répondre à tous les cas de figure auxquels on est confronté. Évolution des ménages, familles monoparentales, au parcours résidentiel, et cetera, et cetera. Enfin, tous ces thèmes-là qui aujourd'hui ont du mal à trouver leur place. On parle beaucoup de la crise du logement, mais on parle surtout de la crise d'un logement non adapté à la fois aux revenus, mais aussi aux besoins, des habitants. Donc l'idée, c'est de partir des sols, mais d'embrasser un certain nombre de sujets qui sont évidemment liés, corrélés à cette question des sols et qui, en tant qu'architecte, nous occupent beaucoup, nous préoccupent beaucoup. On avance? Donc rappeler quand même si ça peut paraître évident pour tout un chacun, chacune d'entre vous, pourquoi réduire l'artificialisation des sols? Bon, à la fois pour des enjeux, de biodiversité, de stockage du carbone, de ruissellement des eaux, de percolation, et cetera. Pour les habitants, hein, c'est aussi un impact économique, hein, l'étalement urbain, l'éloignement des centres, le déplacement automobile, et cetera, fabrique beaucoup de dépendances et beaucoup de dépenses. Et puis pour les collectivités, intervenir dans l'existant, préserver le cadre naturel et optimiser les coûts est une vraie, nécessité aujourd'hui à l'heure, de baisse des subventions de l'État, à l'heure, d'un certain nombre de crises budgétaires, auxquelles on va devoir faire face. Donc des enjeux qui sont multiples, qui sont à la fois socio-économiques, écologiques et sociétaux. OK? On a remis cette couverture fameuse de Télérama, La France moche, qui avait suscité pas mal de débats en 2010 quand elle est sortie, assez stigmatisante quelque part, qui avait fabriqué de grosses réactions, en particulier un collègue enseignant dans une école d'architecture, Éric Chauvier, qui avait écrit contre Télérama, lui-même habitant à Saint-Médard-en-Jalles, du côté de Bordeaux, et vivant la France pavillonnaire, périphérique et périurbaine, en disant: «Bah non, finalement, c'est pas si moche que ça». Enfin voilà, il y avait des réactions, mais n'empêche que on peut regarder aussi cette image un peu autrement aujourd'hui, et on le verra dans des dessins d'un illustrateur qui s'appelle Martin Etienne dans l'exposition. C'est aussi peut-être des territoires de projet. C'est peut-être aussi des territoires qu'il faut réinvestir aujourd'hui sur la question de la densification, sur la question de l'optimisation, de l'intensification des usages et des programmes, dans la mesure où on a là un territoire certes totalement imperméabilisé et artificialisé, mais qui en même temps est totalement équipé complètement. Il y a des réseaux, il y a de l'éclairage, il y a de l'énergie, enfin il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer peut-être des quartiers nouveaux. Hypothèse. OK? Donc tous les documents, ils sont issus du travail mené par tous les partenaires de l'exposition, partenaires du ministère. Ici, un concours photo. J'habite dans une ville fantôme qui avait donné lieu à un concours de photographie et qui photographie donc des commerces fermés, qui est une des conséquences de l'étalement urbain. On étale les villes, on déplace les zones d'activité, les zones de commerce en dehors des centres, et voie de conséquence, les gens ne consomment plus dans leur villes et villages, et les commerces se ferment. Donc il y a aussi cette question de comment on revient à intensifier les rez-de-chaussée, comment on revient à habiter les centres-villes, et comment on occupe à nouveau complètement les villes constituées. Donc toujours l'idée de glisser des exemples. Ici un exemple d'un architecte que vous connaissez sans doute, Bernard Quirault. Bernard Quirault, ça dit, ouais, je vois ouais, Bernard Quirault. Bernard qui? Bernard Quirault. Si. On peut bien fait quand même. Ouais. Bernard Quirault qui fait partie de cette école un peu informelle d'architectes du rural, d'architectes de la campagne, on va dire, comme Simon Tessou, dont on verra tout à l'heure une réalisation aussi, et qui intervient à Pem, en Haute-Saône, dans son village, entre autres, et qui là, dans le village de Pem, propose une réhabilitation de l'école et une extension par le préau, avec une architecture contemporaine, en bois, etc. Donc aussi montrer que cette question de la non-artificialisation, de la sobriété foncière, elle permet de réinvestir des centres-bourgs avec aussi des interventions d'architecture qualitative. Voilà. C'est bon? Continue?
La question des sols, l'artificialisation des sols, c'est la question aussi des îlots de chaleur. L'imperméabilisation, c'est les fameuses vous savez, quand il y a eu la canicule l'année dernière, il paraît qu'à Marseille, sur le trottoir, on pouvait faire cuire un œuf. C'est la température sur l'asphalte, l'enrobé est beaucoup plus élevée, hein. Même à Paris, moi, j'ai mis ma main sur le trottoir devant chez moi, il y avait facilement plus 10 degrés que on était à 40, donc on était facilement dans les 50 degrés. La renaturation, la végétalisation des villes participe à créer des îlots de fraîcheur pour réduire les températures et rendre les villes plus acceptables et durables. Donc les sols, là aussi, jouent un rôle. Et on le voit très bien sur ces thermophotographies avec le rouge qui montre les espaces les plus chauds, les plus réfléchissants par rapport à la chaleur. La question des inondations, On est dedans, là, cette on est semaine. complètement dedans. Le dérèglement climatique, c'est pas la météo, on est bien d'accord, hein, c'est pas parce qu'il fait moins chaud ou moins froid, c'est un phénomène global et en particulier des pluies avec des épisodes de plus en plus forts, de plus en plus violents, les sols de plus en plus imperméabilisés, de moins en moins en capacité d'accueillir l'eau, de faire pénétrer l'eau, donc des ruissellements qui fabriquent au nord, dans l'Oise ou au sud, des inondations qui ravagent pas mal d'habitations, de lieux d'habitation. Et d'ailleurs, on constate à cette occasion que beaucoup de secteurs qui sont inondés sont construits dans des zones qui n'auraient jamais dû être construites, dans des zones inondables, parce que peut-être aussi à une époque, peut-être encore malheureusement aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'attention au contexte et aux éléments géographiques pour fabriquer des zones des zones de construction. Et qu'on se retrouve, ça a été le cas quand il y a eu la tempête Xynthia sur la côte vendéenne, nombre des lotissements qui ont été immergés, qui ont été noyés sous l'augmentation, étaient situés dans des zones où en fait on n'aurait jamais dû construire. Donc ça donne aussi à penser là où on doit construire, les endroits où il est opportun de construire, ce qu'un historien de l'architecture et des villes surtout avait écrit, qui est l'aptitude territoriale, André Corboz, qui est une conférence qu'il a donnée en 93 et qu'avec Sylvain on a réédité dans une petite collection de bouquins que vous pouvez vous procurer. Voilà. L'aptitude territoriale, c'est ça, c'est de dire on construit pas tout n'importe où. Il y a sans doute des endroits qui sont privilégiés, il y a des caractéristiques géologiques, spatiales, etc., qui doivent être prises en compte pour construire au bon endroit les choses les plus adaptées. Ça renvoie, petite parenthèse, histoire de l'architecture, histoire de l'urbanisme, aux travaux d'un personnage comme Patrick Guedes, et un urbaniste, protéiforme du début du XXe siècle et qui avait réalisé ses coupes sur la vallée et qui montrait des implantations humaines en fonction des caractéristiques des lieux et qui avait une correspondance entre l'une et l'autre. Et finalement, avec la modernité, on s'est mis à construire tout n'importe où parce que les progrès techniques et les moyens nous permettaient de le faire. Et peut-être que c'est ce retour, je dirais pas en arrière parce que je voudrais pas que ça ait un caractère passéiste, mais cette réflexion à nouveau sur la localisation de nos interventions qui est peut-être à repenser. Là, on arrive à la fin de la première partie. On a des vidéos aussi dans l'exposition. Là, vous avez en boucle, je vous invite à prendre le QR code et regarder ça tranquillement. Marc-André Sellos, qui parle des sols, qui est un professeur du Muséum d'histoire naturelle et qui est assez très prolixe, voilà, sur la question des sols, qu'il connaît parfaitement et qui est extrêmement intéressant. Fin de la première partie où on a voulu remettre aussi la question des imaginaires. On parle souvent de nouveaux récits, de nouvelles manières de penser la ville, de fabriquer un récit collectif. C'est pas nouveau non plus. On a mis, alors c'est pas forcément des récits collectifs, mais c'est des projections, que ce soit au cinéma avec Métropolis de Fritz Lang, que ce soit des bouquins de science-fiction ou d'anticipation climatique comme Ecotopia, des BD, etc., qui projetaient des imaginaires ou des manières de penser la ville différemment. C'est aussi des architectes comme Frank Lloyd Wright qui, dans les années 30, avec des étudiants, avaient imaginé une ville sur un acre, c'est à peu près 4000 m², une ville autosuffisante sur la trame américaine de Jefferson qui avait compartimenté le territoire. C'est évidemment les cités-jardins d'Henri Sellier, que vous connaissez toutes et tous, que vous pouvez aller visiter, et qui est un modèle qui est sans cesse cité, mais qui est rarement réinterprété véritablement dans ce mélange qu'il propose entre le logement individuel, logement collectif, petit jardin, espace public, services, etc.
Et puis, c'est aussi plus proche de nous, des initiatives que vous connaissez peut-être, et peut-être que vous participerez un jour à un Europan, qui est ce concours d'idées qui est lancé tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais plus, et qui permet de fabriquer des nouveaux imaginaires, des nouveaux récits d'une manière assez libre. Et d'ailleurs, la première opération qu'on a vue tout à l'heure à Saintes est issue d'un concours Pan à l'époque, puisque c'était pas encore européen. Donc ici, c'est le travail de la paysagiste Iris Chervet à Saint-Omer, qui est une manière de réfléchir à un parc productif sur le territoire. C'est très prospectif et parfois, comme à Saintes et comme en d'autres endroits, ça donne lieu à des commandes. OK? On continue. Donc la deuxième partie. Là, on rentre vraiment dans la question des sols. Pour celles et ceux qui ont subi mon cours sur les sols, ça va peut-être vous rappeler des trucs. Ça paraissait important de rappeler aussi pourquoi on fait tout ça. On l'a dit de l'autre côté, mais de dire pourquoi les sols nous rendent service et en quoi les sols nous rendent service. On a remis ce petit schéma assez didactique et très clair de la FAO, qui est un organisme qui travaille beaucoup, un organisme suisse qui organise beaucoup d'éléments comme ça, de diffusion des questions environnementales. Donc on voit toutes les fonctions que les sols possèdent et quelque part tous les services qu'ils nous rendent, qu'il s'agisse de séquestration de carbone, qu'il s'agisse de purification d'eau, qu'il s'agisse de régulation du climat, etc., mais aussi des dimensions plus immatérielles, comme les dimensions culturelles, qui nous sont aujourd'hui extrêmement importantes. Et puis aussi de dire que la question de l'identité, qui est souvent un truc que nous rabâche, de dire l'identité des territoires, etc., est aussi quelque chose dont, à mon avis, on a intérêt à s'emparer pour pas que ce soit fait par des gens qui l'utilisent d'une manière pas tout à fait, acceptable ou tolérable. Voilà. C'est clair? On a voulu aussi donner à voir de sols véritablement, c'est-à-dire qu'on le voit ici en photo sur l'exposition, elle est diffusable, elle est itinérante dans sa version complète, avec la maquette, etc. Je vais vous montrer. Mais aussi, donc mais aussi que les panneaux. Donc on a voulu aussi montrer des différents types de sols. Là, on a un sol pseudo-naturel, un sol remblayé, un sol de friche et un sol scellé. Donc c'est 4 natures de sols différents qu'on va voir beaucoup mieux sur les carottages qui sont présentés là. Donc là, on a un sol de naturel sous forêt de feuillus, donc un sol relativement naturel, peu ou pas anthropisé, peu anthropisé, parce que pas anthropisé, ça m'étonnerait. Donc on voit bien la stratification par horizon, de la litière à la roche-mère. On a une stratification extrêmement claire, peu chahutée, on voit bien les différents marquages. En revanche, ici, on est sur un sol de jardin, déjà un peu plus anthropisé, on voit des traces de matériaux, donc on imagine qu'il y a eu des exhaussements, il y a eu des mouvements et que la terre a été modifiée. Mais on voit bien ici dans la première partie la terre végétale vraiment nourricière qui permet justement au jardin de se déployer et de croître. On voit bien aussi qu'on est sur des épaisseurs très faibles. Vous vous souvenez, la pédosphère, c'est vraiment une couche de quelques mètres d'épaisseur. Donc là, on est sur 1 mètre. On a déjà pas mal d'informations sur le sol et sur sa qualité. Et puis sur la troisième, on est sur un sol de friche. Donc là, on est vraiment sur un sol totalement anthropisé, remanié, bougé. On voit des éléments de toile de jute, de la brique, de la tuile, etc. Donc on est sur un sol extrêmement remanié, extrêmement pauvre en termes de micro-organismes et de biodiversité. Mais c'est sur ces terrains-là aussi que demain, les projets peut-être devront amener, et puis qui posent des questions de renaturation, posent des questions de refaire venir de la matière organique dans ces sols pour éventuellement les rendre à nouveau fertiles et pourquoi pas imaginer des plantations, etc. OK? Donc voilà, petit cours de pédologie appliquée. Donc ça, c'est une super BD, graphiquement, je sais pas, mais en tout cas, informativement parlant, faut émettre un petit avis, que je vous invite à lire, qui est en ligne, je crois, sur le site du CEREMA, le super pouvoir des sols, qui est assez pédagogique, assez didactique sur ces sujets-là, et qui explique bien cette inversion qu'on commence progressivement à voir dans l'exposition, de se dire on prend en compte les sols, et à partir de leurs caractéristiques, on y envisage ce qu'appelait Corboz l'aptitude territoriale, qu'est-ce qu'on peut imaginer de fabriquer. Et toujours dans l'idée de glisser des exemples, là on retrouve un quartier qui est réalisé à Bègles, dans les anciennes sécheries de morues. Puis il y avait la pêche à la morue du côté de Bordeaux. Et donc,
jusqu'en 1980, ça a laissé place à un parc et c'est au sein de ce parc que la collectivité a décidé de venir construire un nouveau quartier. Et donc, c'est vraiment un dialogue entre architecture et nature et forêt qui est proposé ici, dans ce parc. Et on a identifié 3 leviers qu'on va retrouver un peu partout dans l'exposition et qui sont déployés au deuxième étage, au premier étage, pardon. C'est réparer, qui est sans doute un des sujets majeurs de l'urbanisme et de l'architecture des prochaines années. Comment on répare, on prend soin et on transforme des structures et des éléments déjà existants. Comment on intensifie, c'est-à-dire plutôt intensifier que densifier. Densifier, c'est vraiment la forme bâtie avec des formes voilà, de construction. Intensifier, ça parle aussi des programmes, des usages, des fonctions, qui sont des éléments extrêmement importants à mettre en place. Et puis renaturer, j'en ai déjà beaucoup parlé, comment on ramène des éléments de nature, on amène pardon, des éléments de nature en ville, et comment ça contribue à baisser les îlots de chaleur, à créer des îlots de fraîcheur, comment on désimperméabilise les sols, etc., etc. Donc cette opération, voilà, qui montre un peu des ambiances de ce nouveau quartier au sein de cette ancienne sécherie de morues. Voilà, réparons la ville, comme le dit Sylvain, excellent auteur. Un des auteurs, la deuxième autrice, est notre directrice, Christine Lecomte, qui était présidente de l'Ordre à l'époque et qui a écrit avec Sylvain ce bouquin, Réparons la ville, que je vous invite à lire. Des ouvrages de référence, absolument. Là, j'ai fait mon quart d'heure Capodano, genre urbain. Des ouvrages de référence avec des tracés aux traces pour l'urbanisme des sols, mais vous l'avez tous lu, évidemment. Et puis un bouquin plus sérieusement, enfin, les d'autres sont sérieux, mais un bouquin qui a été présenté là, lundi dernier, qui est issu des ateliers de territoire, dont le thème était les sols vivants. Donc, l'atelier de territoire, c'est une initiative du ministère de la cohésion du territoire et de l'écologie, et qui propose à des collectivités de donner un sujet à une équipe de concepteurs pendant un temps donné, et d'une manière assez prospective et assez ouverte, ils ont matière à développer un certain nombre d'hypothèses. Ce bouquin est particulièrement intéressant, vous le trouvez assez facilement, parce qu'il montre un peu justement des manières un peu nouvelles, des prospectives sur des manières d'aménager les territoires. On rappelle quand même, parce que c'est toujours utile, le quoi parle-t-on quand on parle du zéro artificialisation nette. Vous êtes toutes et tous des spécialistes du ZAN, j'ai pas l'ombre d'un doute, mais c'est quand même toujours bien de rappeler, première étape de la trajectoire, maîtriser l'étalement urbain, baisser la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ce délicieux acronyme d'ENAF, qui n'est pas du pâté, mais qui est voilà, des terrains à préserver. Des chiffres, hein, alors il y a toujours des batailles autour des chiffres, etc. Mais grosso modo, 24 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers consommés chaque année, donc qui passent d'état de non artificialisé à artificialisé. Et puis voilà, il y a toujours des phrases un peu comme ça pour donner ça représente 5 terrains de football par heure. Donc avec Sylvain, il y a toujours des discussions sur est-ce que c'est vraiment des terrains de foot, des terrains de rugby, est-ce que c'est par heure, enfin bon. Enfin, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. L'objectif 2050, c'est on arrête, mais avec aujourd'hui, mais ça peut évoluer, d'ici 2031, de baisser de 50%. Alors ça, c'est les grandes étapes de la loi. Si on rentre un peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a eu des ajustements parce que quelque part, de dire on réduit de moitié, ça donnait une prime à celles et ceux qui avaient déjà beaucoup urbanisé, par exemple. Vous urbanisez 100, vous avez le droit encore de faire 50. Et si vous avez urbanisé 0, vous avez le droit d'urbaniser 0. Donc il y a eu des ajustements, des correctifs, c'est pas parfait. Ce que moi j'en retiens, et ce qu'on peut en retenir, c'est le fait que ça laisse un espace de discussion. En fait, aujourd'hui, le ZAN, je pense que c'est surtout le prendre à la fois comme un appareil législatif, comme un outil, mais surtout comme une méthode et une méthode de dialogue aussi pour entreprendre des projets ajustés au territoire. Protéger les sols vivants, j'en ai déjà parlé. Et puis, voilà, donc c'est des grands objectifs qui permettent de se redonner un peu des idées un peu claires par rapport à tout ça. Des bouquins, j'en ai parlé. Derrière vous, vous avez des matériaux. Pourquoi on a mis des matériaux dans cette exposition? En fait, c'est rappeler aussi que la question des circuits courts, des échelles locales, etc., c'est quelque chose qui a quelque part toujours existé, que on construisait avec les matériaux qu'on avait à proximité.
et qu'effectivement, le béton et l'intensification de la construction en béton a complètement bouleversé ce rapport-là, puisque le béton, on peut le fabriquer n'importe où, n'importe comment, si j'ose dire, et qu'effectivement, le granit, c'était plutôt associé à l'architecture en Bretagne, le grès plutôt dans l'est de la France, et puis le tuffeau plutôt dans la vallée de la Loire. Et on retrouve cette idée des circuits courts et des filières dont on entend beaucoup parler, et avec lesquelles il faut être un peu prudent, parce qu'aujourd'hui, les filières, elles n'existent pas tout à fait, elles sont extrêmement fragiles, elles sont pas non plus complètement vertueuses. Enfin voilà, il y a aussi beaucoup de prudence à avoir par rapport à ça. Cependant, on met un exemple ici en Corse, un bel exemple, je trouve, d'architecture de 3 logements communaux réalisés dans un petit village en pin, en pin, Laricio, qui est le pin local et qui permet de construire cette architecture par Aroma Architectura. Voilà. Donc on voit bien le lien aussi que les sols peuvent entretenir. On peut aussi construire en terre, on peut aussi construire en briques de terre. Enfin, il y a toutes les nouvelles techniques ou des anciennes techniques qu'on peut revisiter aujourd'hui pour retrouver aussi des proximités entre les sites de production et les sites de construction. Je continue. Voilà, là, on rentre un peu dans une partie plus technique et plus réglementaire, mais qui est aussi importante. Je rappelle, cette expo, elle a été beaucoup conçue pour les élus en particulier, les habitants, mais aussi pour convaincre les élus. Donc, rappeler la nécessité de territorialiser, ce mot est extrêmement important, hein. La question du sur-mesure, c'est vraiment l'idée de dire on va à chaque situation repérer des choses. Donc, pour territorialiser, il y a principaux critères à prendre en compte pour la territorialisation. Je vais y arriver. Retrouver des équilibres au sein du territoire. Donc, on n'est plus sur une logique commune après commune, mais plutôt une mise en réseau avec les questions d'intercommunalité, de communauté de communes, communauté d'agglomération, tous ces regroupements politiques et qui, hélas, aujourd'hui, sont pas encore des échelles démocratiques, mais j'espère que ça viendra. Mesurer aussi les efforts passés en matière de solutions, de sobriété foncière, ce que je disais précédemment. Ceux et celles qui n'ont pas beaucoup urbanisé ou construit, peut-être qu'ils ont le droit de le faire un peu plus que ceux qui ont énormément consommé de terre. Donc, remettre en perspective aussi ces objectifs de sobriété foncière. La perte ou le maintien des emplois ou des habitants, c'est extrêmement important parce que souvent, derrière l'urbanisation et le développement économique, il y a la promesse d'emploi, mais souvent, c'est pas vrai, en fait, hein. Moi, je prends l'exemple que j'ai récemment discuté, qui est une zone d'activité à Saint-Maurice de la Souterraine, dans la Creuse. Donc, c'est pas tout à fait des métropoles, où il y a une zone d'activité qui veut s'agrandir. Et cette zone d'activité, elle veut s'agrandir parce que c'est le modèle, quoi. On a construit, on a grandi, on reprend du terrain agricole à côté, etc. Et en fait, les agriculteurs, ils sont pas d'accord. Ils disent, bon, on veut garder nos terres, on veut continuer à travailler. Ils proposent un autre terrain. Et en fait, moi, ce que je leur ai proposé, on leur a dit, mais en fait, est-ce que la zone d'activité a vraiment besoin de s'agrandir? Et tout d'un coup, on rentre dans une autre discussion qui est de vérifier que la zone d'activité est pleine, or elle l'est pas, qu'il y a de la vacance, qu'il y a du turnover, et puis que la promesse d'emploi, finalement, elle est assez faible parce que dans ce cas d'espèce-là, c'est pas une généralité, hein, mais dans ce cas d'espèce, l'emploi accordé aux gens du coin, il est très faible parce que c'est des boîtes qui viennent de la souterraine, qui viennent d'ailleurs, qui se déplacent, etc. Donc, ça invite aussi un travail d'enquête un peu fin sur les analyses des situations pour pas non plus tomber dans cette espèce de mécanique systématique de la croissance, en gros, pour le dire comme ça, où on s'agrandit, on s'agrandit, on s'agrandit sans véritablement réfléchir les raisons pour lesquelles on le fait. Puis voilà, un certain nombre, la préservation, valorisation, remise en état, activités agricoles, où elles sont, pourquoi. Et puis ensuite, un truc qui est extrêmement important, et qui sont des éléments que vous manipulez en tant qu'étudiant en architecture et bientôt futur architecte, c'est les documents réglementaires, hein, le schéma régional d'aménagement et de développement, le STRADET, le SCOT, le schéma de cohérence d'orientation territoriale, et le PLU, PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Donc l'emboîtement des échelles. Et puis là, un autre exemple, Bernard Quiraud, dont je parlais tout à l'heure, un autre exemple d'architecte qui est très impliqué dans les territoires ruraux, Simon Tessou, Grand Prix de l'urbanisme, directeur de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, et qui montre ici, au travers d'une réhabilitation d'une ancienne gendarmerie, comment on pourrait employer un petit patrimoine quotidien, ordinaire, dans une ville pour créer des nouveaux logements. Et puis toujours ce jeu d'échelle, hein, de l'échelle de l'opération, d'un projet d'architecture,
Oui, c'est un travail extrêmement intéressant. En plus, vous verrez si vous allez sur son site internet et que vous regardez les conférences, il en a donné une là récemment à Blois, à la Biennale de la nature et du paysage. On est Vous verrez oui, les échelles d'intervention. En fait, il y a pas de petits projets. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il fait un petit aménagement de place qu'il intervient pas sur un périmètre plus large en revitalisant un endroit, qu'il restructure à un moment donné un foirail, un ancien champ de foire, dans une ville et tout d'un coup, c'est tout le centre-ville qui est repositionné. Donc on est loin des grands gestes, on est loin des trucs, majestueux, sublimes et cetera, mais on est dans des actions qui relèvent plus presque de l'acupuncture, pour le dire comme ça, mais qui sont à ces échelles de la ruralité, pour le qualifier un peu vite, depuis la Maison de l'Architecture de Paris, essentielles au fonctionnement des territoires. Et puis, des échelles réglementaires avec ce travail que moi je trouve particulièrement convaincant, et intéressant du PLUI, qui est en train de faire la métropole de Clermont-Ferrand, avec tout un travail. Alors, ce panneau, on en a beaucoup discuté ce matin avec les premiers visiteurs, qui rend pas tout à fait l'amplitude, et c'est vrai, de la démarche de concertation, d'association des élus, des riverains, et cetera. Donc je le redis, mais qui travaille aussi bien à l'échelle du territoire, avec la question des hauteurs des constructions, comment on répartit les hauteurs, comment on répartit l'intensité, la densité à l'échelle d'un territoire, comment on fait cette question de la végétalisation, et puis un élément assez malin, je trouve, de l'utilisation des OAP. Et c'est une annexe au PLU. Et en fait, ça permet de visualiser, soit sous forme thématique, comme ici, le thème du paysage de la rue, comment on recompose un paysage de la rue en réutilisant des espaces non bâtis, etc., pour replanter, etc., ou situé, c'est-à-dire que c'est un schéma d'intention un peu précis quand même, sur un certain nombre d'intentions, qui peuvent être déclinées ensuite par les opérateurs. Les OAP, ils contredisent pas le PLU, mais ils précisent le PLU. Il n'a pas une valeur, il n'est pas opposable comme le PLU l'est, mais il précise la vision du PLU, qui est souvent assez aride, hein. Le PLU, c'est un règlement, 14 points, etc., etc. Là, ça permet de donner à voir des choses. Et le PLUI de Clermont-Ferrand, il permet justement, avec ses OAP thématiques, de donner à voir des manières de faire. Alors, pris comme ça, c'est un peu réducteur, un cœur d'îlot, bam, on va planter, etc. Mais ça donne des idées et ça permet ensuite d'être un élément de discussion pour les élus dans leur territoire et leur développement. OK? Alors ici, on est dans la troisième et dernière partie de l'expo, où là, on déploie un certain nombre d'exemples d'opérations à toutes les échelles, encore une fois, de l'aménagement d'espaces publics à la construction, planification, sur un certain nombre de sujets. Vous allez voir le vieillissement en ville, l'accueil des personnes âgées, l'accueil des nouveaux habitants, la question des parcs et de la renaturation, etc. Donc, on a un éventail assez large de propositions pour essayer aussi comment dire, de susciter aussi du débat et aussi de proposer aux élus en particulier, encore une fois, mais aussi aux habitants, de montrer que des exemples sont possibles et que c'est pas juste les élucubrations de techniciens plus ou moins ajustés qui proposent tout ça, mais que c'est des choses aussi qui se pratiquent d'ores et déjà sur le territoire et qui devraient maintenant monter en généralité et devenir des méthodes un peu plus opérationnelles. L'idée aussi, c'est de montrer que tout le monde est concerné. Donc, on est vraiment sur quelque chose. C'est un jeu d'acteurs extrêmement important. Comme vous le savez, l'architecte n'est pas seul au monde. Il n'est pas le démiurge qu'on aurait pu vous vendre à un moment donné. Il doit composer avec un certain nombre d'acteurs, d'actrices du territoire. Et c'est important aussi d'en avoir connaissance pour pouvoir travailler avec eux, pour voilà, imaginer que ce soit l'élu local, l'expert en aménagement dont on fait véritablement partie, ou l'habitant, comment dépasser collectivement les controverses. Et je pense que cette dimension collective, elle est extrêmement importante dans la mise en place de la sobriété foncière, parce qu'il y a un vrai travail de pédagogie à mener sur les territoires à tout niveau. Et je pense que là, le rôle de l'architecte, si on fait juste un petit focus là-dessus, il n'est pas simplement dans les opérations qu'on a montrées à la fin de la chaîne, il est aussi dans des opérations d'explication, de décryptage de situation, de faisabilité en amont des projets, de pédagogie en général, pour accompagner au mieux les projets. Et on s'aperçoit souvent que, et Steve Montessou le dit très bien, qu'une grosse partie de son travail, il est en amont des projets.
Et souvent, Simon, parce que là, je l'ai entendu très récemment, mais Bernard Quiraud dit la même chose, et la plupart des architectes qui travaillent dans des situations comme ça se rendent compte que c'est dans le détricotage de la commande ou la compréhension de la commande et la reformulation de la commande que les choses se passent véritablement. Et que répondre à un projet, d'une manière un peu bête et méchante, c'est souvent des fois pas forcément très intéressant. Donc la valeur ajoutée de nos métiers, mais aussi ceux des paysagistes, des concepteurs en général, mais de toute la chaîne, c'est aussi d'être dans cette démarche un peu de réinterrogation finalement des conditions du projet. OK? On va rentrer à l'intérieur de l'expo, enfin de cette dernière partie. Donc, voilà, des solutions sur mesure, c'est vraiment le message qu'on veut faire passer, c'est les outils de mise en œuvre du ZAN. Vous voyez, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la ZAC, on revient sur l'idée que c'est un outil. On revient sur l'idée qu'il faut de l'ingénierie, qu'il faut observer les territoires et les situations avant d'y intervenir. Que ça nécessite une forme de planification, qui soit une vision un peu à long terme sur les situations et les territoires. Ça nécessite aussi une maîtrise foncière, parce que la question du foncier est de plus en plus importante. Comment on maîtrise le sol, comment on maîtrise la question foncière. La question des financements, qui est un peu le nerf de la guerre, donc les aides et les moyens, elle est insuffisamment, à mon avis, même développée dans l'expo. La fiscalité, qui est un sujet extrêmement important, la taxe foncière verte, des états des lieux des sols en avant et après, les valorisations des sols autrement. Il y a plein de pistes qui s'ouvrent là-dessus. Des contrats entre l'État et les collectivités, mais peut-être dans des rapports qui s'enrichissent et qui se complexifient, c'est-à-dire que c'est pas l'État qui impose, mais c'est l'État qui accompagne les collectivités qui redeviennent ponctuellement et spatialement le maître du jeu. Et puis, j'espère que l'exposition y contribue, la mise en réseau de toutes ces solutions pour arriver à égrener ces exemples et fabriquer des nouvelles pratiques du territoire. Donc là, on a un certain nombre d'exemples. Vous avez des dessins de Martin Etienne, qui est cet illustrateur très brillant, qui publie tous les mois dans la revue d'architecture des petits dessins assez humoristiques, et qui montre par un jeu d'avant-après, voilà, comment on transforme une zone commerciale, comment on pourrait transformer, conditionnel, une zone commerciale en nouveau quartier d'habitation. Le parc du Peuple de l'Herbe, réalisé dans une boucle de la Seine à Carrière-sous-Poissy par l'agence Terre, mais aussi l'opération La rue des Écoles à Paris, qui est de végétaliser, arrêter la circulation devant les écoles, une petite intervention dans un village en Ariège, etc., voire même une intervention de florissement du centre-bourg d'un petit village en Indre-et-Loire par les habitants pour réduire la circulation automobile. Donc voilà, on voit des constructions là-bas, un écosystème, un nouveau pavillonnaire, une alternative au modèle pavillonnaire à Fort-Calquier, de la construction de logements, ou la réhabilitation de logements ouvriers par les habitants eux-mêmes à Boulogne-sur-Mer. Vous voyez, on a un panel de solutions, de manières de faire qui place à différents niveaux l'architecte d'ailleurs, qui n'est pas forcément au centre, et c'est important aussi de le rappeler, mais qui joue un rôle à chaque fois différent dans le dispositif. On peut faire le tour par là, puis après on va finir à la maquette, on va jouer un peu. Voilà, quelques exemples encore derrière. Bon voilà, vous reconnaissez cette maquette, c'est un peu comment dire, résumer un petit peu les situations qu'on retrouve, j'allais dire un peu partout en France, sur des territoires. On a, avec Hugues Simon, le maquettiste, imaginé ce petit morceau de ville où on retrouve un certain nombre de situations qu'on croise un peu partout, la zone d'activité, les logements collectifs, le pavillonnaire, des surfaces imperméabilisées en centre-ville, un cœur de ville relativement dense. Et on peut, à partir de ça, imaginer différents scénarios qui permettent d'engager avant tout une discussion avec les élus, avec les habitants. Par exemple, la zone d'activité, ce bâtiment ferme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le remplace par un nouveau parc? Ou est-ce qu'on continue à maintenir une activité en réhabilitant le bâtiment et en profitant pour imperméabiliser les sols, désimperméabiliser les sols? Ou est-ce que, par exemple, on profite de transformer un parking pour amener de l'activité dans le centre-bourg? Vous voyez, on peut imaginer plein de solutions différentes. On peut imaginer, par exemple, transformer ce parking en un nouveau parc ou un élément de nature. Et puis aussi, on a introduit l'idée que
On peut aussi amener un nouvel équipement en centre-ville, par exemple. On doit accueillir de nouveaux logements, des nouveaux habitants. Qu'est-ce qu'on fait? On continue les formes urbaines existantes et on continue le pavillonnaire? Ou est-ce qu'on imagine des formes d'habitat plus groupées? Ou est-ce que, et là on reçoit des tomates, on fait une tour, quoi, au milieu du pavillonnaire? Voilà. Comment on intervient auprès, par exemple, des grands ensembles ici? Est-ce qu'on vient densifier ces rives avec des nouvelles habitations? Est-ce qu'on procède par surélévation? Est-ce qu'on procède ici aussi par surélévation? Enfin, voilà, une multitude de situations qui sont à chaque fois l'occasion d'avoir une discussion, un débat autour des différentes façons d'urbaniser. On aurait pu effectivement, et ça c'est une vraie, voilà, on pourrait améliorer le système, on pourrait venir retirer des blocs parce qu'on pourrait aussi imaginer, comme le dit Simon Tessou, qu'on peut procéder aussi par soustraction, on n'est pas obligé de tout conserver non plus. Enfin voilà. Mais bon, on a avec ce petit jeu, cette maquette, un certain nombre de situations qu'on peut un peu imaginer et puis qui permet voilà, de discuter, quand on a commencé à le faire. Et les deux panneaux qui sont derrière vous permettent de conserver la trace éventuellement des débats qui a commencé à avoir lieu là. Et puis l'idée, c'est d'enrichir au fur et à mesure l'exposition avec tous ces exemples. Voilà.